Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à tous. Heureux de vous accueillir pour ce webinaire Rendez-vous LEW numéro 14 qui sera consacré donc à Instagram ou comment développer sa notoriété sur ce réseau social en 2021. On va, avant de passer dire, dans le vif du sujet, on va se présenter. Donc on est Maud et Anthony Rochand, les fondateurs de la marque et structure LEW, donc l'acronyme de Les Experts du Web. On est aussi un organisme de formation et de coaching, de consulting, qui accompagnons différentes organisations en termes de tout ce qui est stratégie d'outils et communication d'influence. On a le plaisir d'être certifié CNEFOP depuis 2017 et Calliope depuis 2020. On entretient aussi divers blogs, divers médias, podcasts, dont Social Media Optimization, Visibilize. Et on organise aussi, pour terminer, des rencontres entrepreneurs en région Rhône-Alpes depuis un peu plus de 10 ans maintenant, tout ce qui est matinal et after work, un petit peu aussi quelques éditions parisiennes. Alors évidemment, depuis quelques temps, avec la crise que nous traversons, on a dû mettre un petit frein, on va dire, sur ce pan, on va dire, de nos activités. On reprend d'ailleurs, et c'est une bonne nouvelle, les matinales en juillet. Donc c'est une bonne nouvelle pour la création on va dire, de liens IRL. On va parler aussi des rendez-vous LEW qu'on organise depuis quelques années. Maud, si tu veux bien en Ouais. parler. Les rendez-vous LEW, alors vous verrez qu'on aime les namings un peu proches finalement dans la continuité des cafés d'Anthony, c'est qu'on aime le social dans tous les sens du terme. Les rendez-vous LEW, ce sont des talks dédiés sur les sujets du digital. On est plutôt sur des ateliers entre guillemets pédagogiques. Ça se présente sous la forme alors historiquement de matinales conférences quand c'est physique, puisque effectivement avec la crise, on est passé sur un format webinar, mais auparavant, on les faisait effectivement sur Lyon. Et après, effectivement, ces rendez-vous s'adressent finalement à tout type de public désireux finalement d'avoir une vision un petit peu globale sur certains sujets spécifiques sous format donc d'ateliers thématiques, de manière assez simple sur le digital. On avait réalisé le tout premier à l'époque, donc en 2017, avec Scoopit. Scoopit rattaché aujourd'hui au groupe Linkfluence et absorbé par ailleurs aussi plus récemment par Meltwater. C'est la magie digitale, tout va très vite. Et c'est ce qui en fait des métiers passionnants. Pardon. Donc, on avait fait ce rendez-vous sur la curation de contenu. On a pu en faire un deuxième ensuite, plus précisément sur l'influence avec Tracker et Delphine Reynaud à l'époque. On en a fait un avec Charles Dolizzi de Plaisy, plus récemment avec effectivement SEMrush, e-Influence for You ou encore Agora Pulse. Les rendez-vous LEW, c'est aussi chaque année une édition spéciale autour des femmes d'influence. Voilà, un sujet bien spécifique chaque année finalement autour de l'été, la rentrée, qui fait suite effectivement à l'édition d'un top annuel pour lequel en fait on souhaite valoriser des figures féminines dans nos métiers. Donc voilà, l'idée étant de valoriser un petit peu mieux justement ces profils dans l'écosystème digital. Donc voilà, ça c'est une petite particularité qu'on a sur les rendez-vous LEW pour cette édition spéciale chaque année. Et de manière générale, voilà, on apprécie beaucoup mener ces rendez-vous avec nos différents partenaires, puisqu'on a un partage de perspectives qui est vraiment très enrichissant. Aussi par ailleurs d'ailleurs avec les participants à l'issue des talks. Et voilà, ici, on a justement différents types de participants, que ce soit des solo-entrepreneurs, des directeurs marketing ou encore des community managers. Donc, c'est ce qui fait un petit peu tout l'intérêt de ces rendez-vous. Voilà. Et donc, pour cette édition numéro 14, on a donc le plaisir donc, d'accueillir Tania Ferreira et Jonas Koufignal d'Iconosquare. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, Iconosquare, qu'est-ce que c'est? Et je vais vous laisser un petit peu vous présenter et dire qui vous êtes. Je commence. Moi, je suis Tania Ferreira. Je suis affiliate et influenceur manager chez Iconosquare. Je travaille chez Iconosquare depuis bientôt 4 ans. Chez Iconosquare, moi, je gère surtout tout ce qui est affiliate et referral. Et également les partnerships, donc les partenariats avec les influenceurs et aussi tout ce qui est médias. Plutôt médias spécialisés donc dans le digital, dans le marketing digital et le social media. Voilà dans les grandes lignes ce que je fais.
Et moi, je suis Jonas, donc Head of Growth, un anglicisme affreux pour dire qu'on essaie de faire en sorte d'avoir de la croissance saine avec plus d'utilisateurs. Et c'est moi qui vais vous présenter, du coup, si on peut passer à la slide suivante, en quelques mots, qui on est, Iconosquare et ce qu'on fait. Alors, notre légitimité à intervenir avec les experts du web, et merci beaucoup de cette invitation, c'est que nous, on est un outil d'analyse des social media. Outil d'analyse, il intervient à quel moment? Il intervient lorsque des marques ou des agences mènent des campagnes, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter ou même sur LinkedIn, et ont envie d'avoir un suivi régulier, donc un reporting des différentes métriques, des KPIs. Là aussi, il va y avoir beaucoup d'anglicismes. On est dans le social media, donc forcément, les termes nous viennent des Anglais. Et donc, ces KPI, nous, on va les chercher directement sur la plateforme Instagram. On peut compiler différents comptes, on fait un peu de recalcul derrière. L'idée, c'est que pour nos clients qui sont des social media managers, ils puissent voir quels sont les contenus qui ont effectivement performé pour pouvoir les redéployer sur des futures campagnes ou alors les ajuster si c'est nécessaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de faire trop de promo d'Iconosquare, mais voilà la raison pour laquelle nous, on est dans le métier du social media depuis 10 ans. On a 10 000 clients à travers le monde, principalement aux États-Unis parce que c'est là-bas qu'il y a les plus grosses communautés d'Instagram, mais on n'est pas à la ramasse en Europe non plus. Et puis, on est un petit Français, donc cocorico pour ça. Et allons-y pour la slide suivante, c'est pas moi qui ai la main dessus. Donc là, c'est quelques screenshots pour illustrer l'ergonomie de la plateforme qui permet 3 grands types de fonctionnalités. Il y a les reporting, je vous en ai parlé, mais il y a aussi les posts automatisés, c'est-à-dire un outil de planification des posts sur différents réseaux. Il ne faut pas rater le moment T pour poster, et si ça tombe un week-end, un soir, ou que sais-je, vous avez aussi une sorte de paix intérieure à pouvoir les programmer, à savoir que ça va être posté sans avoir besoin de revenir sur vos outils lorsque vous êtes en décalé par rapport au moment où votre communauté va interagir. Donc voilà quelques illustrations. On est un logiciel, donc outil accessible en ligne. Et voilà pour Iconosquare. Merci pour ces présentations. Merci à tous les deux. Pour abonder un petit peu dans ce sens, on va procéder à un rapide état des lieux concernant Instagram. Il faut savoir que Instagram aujourd'hui est toujours en haut du classement, on va dire, dans le cœur des jeunes gens, tout juste devant Snap et Facebook. Il y a 4 ans en arrière, à contrario, Facebook était loin devant Instagram et Snapchat, concernant toujours la nouvelle génération. Donc avec une étude ici qui a été relayée d'ailleurs, qui était sur le blog Iconosquare et dont Ivan C a parlé aussi. On a Facebook qui perd encore un petit peu de terrain sur la notoriété très récemment et qui se classe en fait à la 3e place du classement. D'année en année, on a le nombre de jeunes qui utilisent Facebook qui diminue. En revanche, Insta et Snap, eux, maintiennent leur 1re et 2e place dans le classement. À fin 2020, Instagram était utilisé par près de 82% des jeunes, suivi donc de près par Snap. En fait, comme les années précédentes, et ça depuis 2017, on a Snap qui attire toujours autant. Le fait de pouvoir partager donc, des vidéos ou des photos de manière éphémère va vraiment susciter toujours un très très bel engouement chez les jeunes gens. Et c'est aussi la singularité de cette appli qui en fait, on va dire, qui en fait vraiment sa force, si on peut dire ça. Alors, on vous a fait un petit état des lieux, effectivement, ici, avec donc, ce que vous arrivez voir à droite, avec les différents types de contenus plébiscités dans le cadre de démarches d'influence marketing. En 2019 et 2020, on voit que finalement, Instagram est toujours donc, la plateforme préférée des marketeurs pour le marketing d'influence, qu'il s'agisse des annonceurs ou des agences. Et notamment du coup concernant les posts et les stories. On a les vidéos effectivement Instagram qui arrivent en quatrième position. C'est aussi sur Instagram que les influenceurs et les leaders d'opinion finalement reçoivent le plus de demandes de partenariat. C'est aussi par ailleurs par là où on voit peut-être d'ailleurs la nano-influence effectivement le plus développée, du moins en B2C. Donc voilà, les stories ici sont un format qui, pour y revenir, représente effectivement un format qui va être très plébiscité, notamment
pour leur facilité de mise en place pour les équipes de contenu des marques. Et effectivement, c'est vrai qu'on peut dire qu'elles ont des avantages par rapport aux différents effets finalement avec lesquels on peut conjuguer, puisque c'est vraiment un outil de création finalement à part entière, avec les différents filtres qui permettent aussi de créer des contenus, on va dire, assez fun. Donc voilà, donc c'est vraiment aussi un excellent support de manière plus large en termes de sondage pour justement pouvoir glaner des informations sur l'audience. Et c'est cette connaissance aussi de la cible qui va permettre par la même occasion de créer d'autres contenus et mieux engager les communautés. Donc finalement, on pourrait dire qu'Instagram, au fil du temps, c'est vraiment devenu un incontournable pour les entreprises. Il y a Sensor Tower notamment qui a encore fait une cartographie récemment. Alors ils en font tous les mois, tous les trimestres et tous les ans pour faire des tops justement sur les différentes applications qui sont téléchargées. Et ils ont fait effectivement une cartographie plus récemment des apps sociales les plus téléchargées. Et de toute manière, Instagram figure toujours dans le trio de tête voilà, des applications téléchargées devant Facebook et qui se bat un petit peu avec TikTok. Donc voilà, pour finir ici, c'est bien sur Instagram où on a effectivement le plus de demandes de partenariat pour les influenceurs et les leaders d'opinion. Et c'est aussi un lieu sur lequel, donc pour pondérer, on va dire, on a aussi beaucoup de fake influence. Donc ici, effectivement, pour mieux monitorer un petit peu ce qu'on est susceptible de mettre en place en termes de partenariat, ça va être intéressant de regarder notamment le ratio des abonnés avec le mettre en face de l'engagement réel d'un compte pour se donner une idée plus juste de l'influence réelle que peut avoir effectivement un compte. Donc voilà, on a aussi effectivement derrière ça les stories sponsorisées pour finir qui peuvent être également un outil très intéressant pour les marques puisque c'est un lieu d'expression à part entière. Donc voilà, de manière générale, ça va être aussi dans les prises de parole intéressant de regarder à tout ça quand on veut mettre en place des partenariats et puis songer à une stratégie de contenu dédié. Donc voilà. Alors, du coup, quelques chiffres aussi de notre côté. Alors, quelques chiffres surtout d'un côté business. Donc, actuellement, nous avons donc Instagram recense 25 millions de profils professionnels sur Instagram. Alors, ici, on parle bien sûr que des profils donc business. On ne parle pas de toutes les entreprises qui sont sur Instagram parce que voilà, on sait que toutes les entreprises n'ont pas de profil professionnel encore. Pourtant, il y a plein d'avantages à avoir le profil professionnel, toutes les fonctionnalités de shopping, etc. C'est super avantageux pour les marques sur Instagram, mais toutes les marques n'ont pas encore fait le pas, très certainement par rapport au fait qu'il y a eu des petites infos comme quoi le compte professionnel faisait baisser le reach, etc. Mais voilà, je pense que tout ça se pondère et le profil professionnel, c'est vraiment un grand avantage pour une marque à ce jour. Un petit pourcentage, donc 83% des utilisateurs Instagram disent utiliser la plateforme donc pour rechercher des produits et des services. Donc ça, c'est pas étonnant ce pourcentage parce que vraiment Instagram maintenant c'est plus qu'un réseau social, j'ai envie de dire c'est vraiment une vitrine pour les marques, notamment avec les fonctionnalités shopping, catalogue, etc. On n'a même plus besoin finalement d'aller sur le site d'une marque, on peut directement aller sur les posts, cliquer dessus et être redirigé vers le produit. Donc c'est incroyable, c'est vraiment voilà, on est au-delà du réseau social. Donc, pas étonnant que de plus en plus de personnes recherchent finalement directement sur Instagram et plus par la recherche traditionnelle. Et donc, le dernier, 90% des utilisateurs Instagram suivent au moins une entreprise ou une marque. Donc, ça, voilà, ça va avec avec le dernier pourcentage. Voilà, on suit, je pense qu'ici, dans ce webinaire, on suit au moins tous une marque ou une entreprise sur Instagram. Donc, voilà, tout simplement pour dire que Instagram, c'est vraiment un lieu de place to be pour les marques. Bon, c'est pas nouveau, ça fait quelques années que c'est le cas, mais notamment
avec les fonctionnalités qui ont été déployées par Instagram, on commence vraiment à comprendre que Instagram tend vraiment pour être vraiment l'endroit pour les entreprises. Et voilà, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus. C'était très clair. On peut faire du business sur Instagram quand on est une marque. C'est ça, voilà. Absolument, absolument. Et pour corroborer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, on va passer à l'aspect un peu plus, on va dire, fonctionnel et sur les tips que l'on peut donner justement pour augmenter sa visibilité et avoir plus de notoriété. Donc, on va commencer avec le tips numéro 1. Oui, alors le tips numéro 1, c'est vraiment celui qui nous a paru assez évident finalement, mais qui n'est pas forcément le plus facile à mettre en place, donc qui est misé sur les interactions avec la communauté. En effet, voilà, votre communauté interagit avec vous par le biais de commentaires, de DM, de réponses aux stories, etc. Donc, le point fondamental pour commencer à développer la notoriété est de mettre en place tout simplement une vraie relation avec sa communauté. Parce que voilà, c'est interaction égale relation. Ce qu'on veut maintenant, c'est vraiment que la communauté soit donc engagée, mais il faut lui rendre l'appareil. La communauté, maintenant, on veut je parle on parce que je fais partie de la communauté d'une marque. Du haut de tes 25 ans. Voilà. Mais voilà, on suit des marques qui sont humaines, qui ne sont qui ne sont pas simplement un compte sur un réseau social, mais on veut qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse nous aiguiller, nous répondre, etc. Donc, c'est très important de miser sur les interactions avec la communauté, de montrer effectivement que vous êtes une marque humaine, que j'ai perdu le mot, que vous vous souciez de votre communauté. Aussi, ça aide pour votre contenu. Plus vous interagissez donc avec votre communauté, plus vous la connaissez et le contenu en sera meilleur parce que le contenu, du coup, vous saurez quoi mettre en avant pour toucher votre communauté. Et voilà, donc j'ai mis quelques exemples que vous pouvez mettre en place donc, pour améliorer donc, ces interactions, notamment les lives, ça c'est super. Soit faire des lives avec une personne de sa communauté, ce qui se fait beaucoup en ce moment, puisqu'on peut inviter des gens sur les lives. Donc ça c'est vraiment une bonne pratique. Ou alors sur des lives avec peut-être un influenceur ou peut-être un partenaire, prendre en compte les questions de la communauté qui se posent en temps réel et prendre le temps d'y répondre, etc. Il y a aussi les Q&A, donc questions-réponses qui peuvent être sous la forme de story également, où on peut tout simplement, où vous pouvez tout simplement demander, dire à votre communauté, posez-nous vos questions, c'est libre. Questions sur tout, produits, entreprise, valeurs, ça peut être vraiment sur tout et n'importe quoi et ça permet vraiment une communication hyper large et voilà, ça permet aussi de plus avoir cette communication qui peut être méga commerciale et promotionnelle sur Instagram. Donc, on peut plus rentrer dans les détails avec ce type de bonnes pratiques. Après, j'ai mis également les commentaires. Bien sûr, il faut prendre le temps de répondre aux commentaires. Rien que d'aimer un commentaire, ça peut être valorisant pour un abonné. Mais si vous pouvez y répondre, c'est encore mieux. Les reposts également, donc reposter les stories de vos abonnés quand ils vous taguent, que ce soit sur des produits ou autres, super valorisant. Et après également, j'ai mis donc des concours jeux où vous pouvez également amener quelques interactions avec la communauté, les gagnants, etc. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Si tu as des choses à... Oui, en fait, si je vais reprendre un peu les poncifs du marketing ou de la communication, pour revenir sur la slide juste avant, par contre, les poncifs du marketing et la communication sur l'usage en fait, d'un réseau social comme Insta, dans ce cas, c'est
au tout début déjà d'identifier quelle est sa communauté. On parle du buyer persona, vous l'avez certainement déjà entendu. J'ai vu qu'il y avait des webinaires qui ont déjà été faits par les experts du web sur l'inbound marketing. Tout commence par comprendre quelle est sa cible. Et en fait, l'outil social media et toutes les différentes fonctionnalités comme le live, les question and answer Q&A sur les stories qu'a mentionné Tania, ça permet en fait ces interactions avec cette communauté. Donc, voilà, vous allez pouvoir aussi qualifier la communauté et tout part de là. Parce qu'une fois que la communauté est effectivement qualifiée et que vous savez qu'elle est présente sur Instagram et quelles sont ses attentes quand elles sont sur ce réseau social, c'est assez important aussi. L'attente d'une même communauté n'est pas la même d'un média à un autre. Et du coup, vos contenus, ce que vous allez poster, le format de post, ne va pas être le même sur Instagram pour une même marque que sur votre blog, si on reste dans le digital, ou sur des événements physiques qu'on va avoir le plaisir de refaire bientôt. Et voilà, donc vraiment l'importance de bien définir sa communauté, être conscient de ses attentes et utiliser ces outils, ces fonctionnalités, comme un moyen de mieux la qualifier, mieux la connaître et mieux interagir au final. Parce que un élément clé que vous allez devoir mesurer, ça aussi, vous l'avez mentionné avant, c'est l'engagement. Ça ne sert à rien d'avoir une grosse communauté en nombre si cette communauté ne voit pas vos posts. Qu'est-ce qui va définir la visibilité de vos posts dans Instagram? D'une part, c'est l'engagement, le nombre de likes que vous allez avoir, le nombre de commentaires, ça qui définit l'engagement. Et aussi, ça c'est un tip, du coup, varier les différents formats de posts. Et là, Tania a donné plusieurs exemples. Tu peux passer sur la slide suivante peut-être. Très bien. Alors, le deuxième tip, du coup, alors je sais que ça a été le sujet du dernier webinaire que vous avez fait avec Avency. Mais voilà, c'est important de le rementionner parce que c'est vraiment, je pense, le tips ultime depuis même plus que l'année dernière, à savoir la collaboration avec les influenceurs. Donc, à ce niveau-là, du coup, comme vous le savez, il y a plusieurs types d'influenceurs. On a les macros qui sont des influenceurs très, très grands, avec une communauté énorme. Mais du coup, c'est un peu compliqué de les approcher, on va dire. Mais également après, bon, je vais revenir au début, en fait. Parce qu'en fait, voilà, il y a tous ces types d'influenceurs, macro, micro, nano. Et comme vous l'avez dit précédemment, sur Instagram, les nanos commencent vraiment à prendre de la place parce que voilà, les macros sont des très gros influenceurs qui sont très durs à approcher, mais aussi qui ont une très grande communauté. Et comme Jonas vient de le dire, qui ne sont pas forcément les influenceurs que vous voulez pour votre campagne d'influenceur marketing, parce que derrière, l'engagement est peu élevé. Pourquoi? Parce que sûrement très grande communauté, peu d'engagement sur les posts. Et donc voilà. Donc vous pouvez vous tourner plus sur des nanos et des micro-influenceurs parce que ce sont des influenceurs qui de plus en plus font un bond sur Instagram. Voilà, c'est parce que ici ils montrent en fait l'authenticité que recherchent maintenant les utilisateurs d'Instagram. Ils montrent souvent une expertise dans leur domaine, que ça soit le voyage, le maquillage, le social media. Ça peut être aussi ça. Et donc, ils arrivent vraiment à engager leur communauté. Et voilà, ils montrent vraiment des bonnes données de conversion. Parce que voilà, eux, ils ont vraiment cette communauté qui est hyper centrée sur un sujet et leur communication est souvent assez bien ciblée, quoi. Je ne sais pas si tu veux rebondir. Oui, en fait, il y a un tips derrière le tips, en fait, quand on est une marque ou une agence conseil pour une marque, une entreprise. Je l'ai réentendu dans des podcasts. On enregistre aussi une chaîne de podcast à Iconosquare et donc on interviewe des social media managers de grands comptes qui nous disent
souvent quelque chose qui revient dans ce type stéréotype, c'est de passer du temps en fait sur le social media, passer du temps en se mettant à la place de son utilisateur. Je parlais tout à l'heure de bien connaître sa communauté, c'est aussi être le caméléon, passer de l'autre côté et se confondre dedans. Et quand on passe du temps sur ces social media, donc il y a plein d'outils aussi pour gagner du temps en écoutant, en faisant du social media monitoring, mais passer du temps sur social media, c'est comprendre quels sont les influenceurs, quelles sont les nouvelles trends et comment du coup spotter ces nouvelles formes de contenu, ces nouvelles interactions et qui contacter par la suite. En passant du temps sur les social media, en vous mettant à la place de votre utilisateur ou de votre cible finale, que ce soit pour faire de la notoriété ou avec un objectif d'acquisition très ciblé si vous êtes dans le e-commerce ou vous avez du produit à vendre, voilà, en adaptant toujours à ce que vous pouvez proposer, ça vous permettra de voir ce qui se fait et effectivement proposer des campagnes de co-marketing avec des influenceurs, qu'ils soient macro, micro, nano, du co-branding, des concours. Sachez que quand vous allez toucher un influenceur, vous touchez sa communauté, vous les mettez en commun en fait, vos communautés, comme ce qu'on est en train de faire avec, dans le cadre de ce webinaire avec les experts du web. On apporte notre communauté parce qu'on communique sur cet événement digital, tout comme eux le font. Et du coup, on met en commun et 1 + 1 = 3 souvent dans ces cas-là. Donc voilà pour le deuxième tips. Maintenant, je crois que c'est à vous, les experts du web, pour le suivant. Absolument. Merci pour ces tips très précieux. Pour corroborer avec ce que vous disiez tous les deux, les micro-influenceurs et nano-influenceurs aujourd'hui sont très, très recherchés et on le voit de plus en plus par les startups B2B notamment qui vont rechercher ce type de leader d'opinion parce qu'ils ont une expertise effectivement très précise, très pointue sur un domaine d'activité et on est vraiment sur des individus qui sont proches de leur communauté et qui ont en règle générale, en proportion, on va dire, des taux d'engagement qui sont aussi forts, je dis bien en proportion aussi forts que des macros, que des méga-influenceurs. Donc effectivement, on rentre dans l'ère de la nano-influence et de la micro-influence. Donc c'est vrai que, et d'autant plus sur Instagram. Pour passer sur la suite, on va parler un petit peu des Reels. Donc les Reels, pour rappel, c'est une fonction d'Insta qui permet d'enregistrer et de modifier de courtes vidéos, des vidéos multi-clips, avec du son, avec des effets à l'aide d'outils de création sur la plateforme elle-même. Les Reels aujourd'hui, à la base, on pouvait se dire que c'était on va dire une copie conforme et une pâle copie en fait pour des vidéos TikTok et pour, on va dire, concurrencer TikTok, mais en fait c'est un peu plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'on a quelques certitudes, on va dire, sur l'algorithme d'Instagram, même si on ne sait pas tous les tenants et les aboutissants, on en connaît certains, il y a énormément de facteurs. On sait que l'algorithme d'Insta booste la visibilité des Reels. Pour augmenter la notoriété d'une marque sur Insta, cette fonctionnalité, c'est vraiment, on va dire, une aubaine, si on peut dire ainsi. C'est vraiment un format qui va permettre de diffuser davantage d'informations sous un format plutôt dynamique et vraiment captivant. C'est un vrai moyen pour aller dynamiser son audience et lui proposer une vraie proposition de valeur, de montrer une autre facette aussi de votre structure, de votre organisation, de manière générale. Et le mode teasing est vraiment très intéressant, comme ici on a un exemple avec une animation courte qu'on avait réalisée sur le précédent rendez-vous LEW avec Ivancy, qui en fait est une vidéo d'animation et qui va vraiment nous permettre d'être vraiment en mode teaser, en mode teasing pour annoncer un événement. Parce qu'on le sait aussi, un événement, c'est aussi c'est avant, pendant et après, et ça va permettre vraiment de dynamiser un petit peu les choses. Ces vidéos Reels, tout comme les stories ou les vidéos TikTok, vont avoir la possibilité, finalement, donner la possibilité aux marques de montrer leur côté humain et de créer une relation, on va dire, plus forte aussi avec leurs clients ou encore avec leur communauté. On peut dire finalement que tout consommateur lambda qui va acheter un produit ou qui va acheter un service online devrait savoir finalement qu'il y a un groupe de professionnels qui se cache derrière cette marque, cette entreprise, ce qui permet en somme d'accroître la confiance de l'acheteur vers l'entreprise. Et c'est assez crucial ici de replacer l'humain au centre et davantage aujourd'hui, on va dire. Donc c'est un intérêt non négligeable, par exemple, de partager le Reels en question en simultané en publication, par exemple en publication classique. Donc, parce que vous n'avez pas forcément
la même typologie de personnes qui viennent voir vos Reels, qui viennent voir vos Stories et les publications classiques. Ce qui va permettre aussi de segmenter plus naturellement son audience. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus. Donc, on sera effectivement sur du teasing pour un événement, sur du lancement de produits. Et le fait, je redis, le fait de le partager en simultané en publication classique, par exemple, va permettre de délivrer finalement ce message sous un autre support. Et vous n'aurez pas forcément, et nous on l'a constaté, vous n'aurez pas forcément les mêmes individus qui viennent voir vos stories, vos reels et vos publications. Donc, ça va permettre d'apporter une vraie segmentation. Un peu comme du multi-support dans le support. C'est un petit peu ça. Et ce qui nous amène à parler de la diversification des posts. Donc, on va dire, par expérience, la variation de contenu va être une des clés justement pour arriver à développer sa visibilité et sa notoriété sur Insta. Oui, c'est pas parce qu'on est sur Insta que il s'agit surtout de visuel, mais que le contenu ne peut pas être varié. Donc là, on entend ici par variation de contenu des contenus mélangés, aussi bien en termes de format, donc stories, reels, publications dans le feed, que aussi bien cela aussi sur la teneur du post par rapport à votre ligne éditoriale. Et le fait de mettre en place donc des publications qui sont axées, comme un exemple ici, qui sont axées sur des citations, comme on le fait avec nos lundis inspi tous les lundis matins sur LEW, eh bien, donne en fait c'est un vrai rendez-vous et un rendez-vous qui est attendu. Donc là, ici, on instaure un vrai rendez-vous avec sa communauté. La variation de contenu aussi, elle peut se faire sur le type de contenu, à savoir vidéo courte, publication donc avec citation, ça peut être des news effectivement, ça peut être aussi des moments clés d'un événement en ligne ou d'un événement physique, ou encore ça peut être aussi sur votre dernière astuce sur telle ou telle thématique. Et plus on va varier ce contenu, plus on va donner une vraie proposition de valeur en fait à sa communauté. On risque pas réellement, on va pas lasser sa communauté toujours avec le même type de publication. Donc c'est vraiment une plus-value qu'on apporte à sa communauté. On lui apporte aussi bien sûr de l'information utile, mais on lui apporte on dynamise très clairement la communauté en variant ce contenu. Et c'est pas parce qu'on est sur Insta qu'on peut pas varier le contenu à l'intérieur du contenu, on va dire. On en arrive au tips numéro 5. Donc, justement, dans cette variation de contenu, on pourrait presque dire que c'est une extension un petit peu. Intégrer le contenu généré par les utilisateurs, ici, où vous pouvez entendre parfois aussi parler de CGC, etc. C'est un peu du même acabit. Et l'intérêt de ce contenu, c'est que du coup, ça vous permet de varier du coup ce que vous proposez à votre audience, tout en ayant finalement un effort minimal de création, puisqu'effectivement, ce contenu n'a pas été généré par vous-même. Et ici, effectivement, comme le partage de photos et de vidéos, c'est quand même un peu l'essence même d'Instagram en tant que réseau social picture marketing. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir donner de la plus-value en ayant vraiment, finalement, en faisant une sélection aussi, finalement, ce contenu, de voir leur intérêt dans votre feed pour générer un maximum de plus-value. Donc ici, on vous a mis un exemple à droite de riposte. Donc c'est sur la ville de Reims. Donc c'est un riposte d'une vue aérienne. Et ici, c'est vrai que de manière générale, les gens apprécient ce type de contenu visuel sur leur écran. D'une part aussi parce que nous-mêmes, sur nos comptes propriétaires, on n'est pas toujours techniquement à même de pouvoir générer finalement tous les types de contenus sur les vues qu'on peut proposer. Donc là, on parle vraiment en termes purement de compétences. Et ici, ça permet effectivement de diversifier la vue, j'ai envie de dire, au sens littéral du terme. Donc ça contribue vraiment à une réelle diversification de contenu, autant dans le fond que finalement dans la forme. Donc ça peut être ici par exemple de donner envie je partage, c'est trendy on va dire, à sa clientèle de partager son expérience en déjeunant dans un restaurant. Ça va être bénéfique par exemple pour votre notoriété. Donc là on est typiquement dans l'illustration finalement d'une communication multidimensionnelle, puisque finalement on prend en compte de manière un petit peu savante, on va dire, l'expérience de l'utilisateur et pas via finalement, je dirais, l'émanation simple
d'un discours de marque avec du post propriétaire. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt de ce contenu généré par les utilisateurs. On peut aussi, par exemple, avoir, alors là, je vais donner en exemple plutôt B2B, du coup, repartager et agrémenter la publication d'un partenaire, par exemple, avec lequel on fait un événement, comme celui-là, par exemple, avec des filtres. Voilà, on va montrer ici, typiquement, qu'on est actif, qu'on est dynamique et qu'on va potentiellement toucher aussi d'autres communautés connexes qui peuvent aussi, à un moment donné, avoir un attrait plus large sur les contenus que l'on va poster nous-mêmes ensuite. Donc, c'est vrai qu'ici, c'est vraiment tout l'intérêt de la démarche d'intégration du contenu généré par l'utilisateur, parce que ça permet de mettre un baume, finalement, de densifier un petit peu cette stratégie de contenu sur voilà, les comptes sociaux. Donc, on a parlé, Tania nous a déjà parlé du repost tout à l'heure. Donc, le repost ici, ça va être typiquement de fonctionner avec l'application Repost for Instagram qui va reprendre la publication brute d'origine d'un compte. Donc d'un compte qui a posté le post originel. Ici, le compte ne sait pas forcément qu'on a riposté, à moins d'effectivement mettre une mention en légende. On peut également fonctionner de cette intégration de contenu par le biais, pour le coup, là, réellement d'une republication. Donc ici, on est effectivement, sans cette méthodologie de riposte, sur une republication ici sur laquelle effectivement on refait pleinement la publication et on mentionne l'auteur. On a des cas, et j'imagine que vous en consommez peut-être vous-même souvent sur Instagram. Typiquement, on a souvent des choses qui passent avec les plus beaux, alors beaucoup dans le tourisme, etc., mais les plus beaux clichés de machin, pardon, je vais dire. Vous pouvez l'avoir typiquement sur les plus belles villes de France, etc. On a le compte, par exemple, Hello France qui fonctionne qu'avec ça. Donc ça, c'est typiquement un exemple de contenu généré par l'utilisateur qui est approprié ici par le compte Hello France, avec l'utilisation par ailleurs d'un hashtag dédié, Hello France. Donc voilà, donc, de la même manière, on pourrait nous imaginer pouvoir faire de l'intégration de contenu avec les plus belles pubs dans la pub, typiquement, ou ce genre de choses. Donc ici, c'est vrai que cette dynamique permet vraiment de donner finalement envie d'apprécier une marque, puisqu'elle permet encore une fois de densifier justement ce contenu comme on l'a évoqué, et aussi pour faire écho à ce qu'évoquait Anthony sur la diversification de contenu, parce qu'on va donner vraiment une vraie plus-value sur ce qu'on est capable d'apporter réellement. Et puis, voilà, ça augmente pour le coup le capital sympathie. Et puis, de la même manière, en faisant ça, on est en mesure aussi d'attirer potentiellement une nouvelle audience, tout l'intérêt étant derrière de pouvoir par la suite agrémenter aussi sa stratégie social média derrière en fonction des métriques qu'on aura identifiées pour justement capitaliser potentiellement cette nouvelle audience. Donc, voilà pour ce tips numéro 5. En sachant que ici, et comme Tania en avait aussi parlé tout à l'heure, voilà, les stories vont effectivement pouvoir participer de cette logique de contenu généré par les utilisateurs. On en vient ici, dans le tips 6, à leur utilisation spécifique dans le cadre de Stories à la une. Les Stories à la une, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de manière plus large, finalement, de donner un peu une idée de vos services et de vos produits à vos followers. Alors, on peut les utiliser de différentes manières. Encore une fois, ça va vraiment être à mettre en face d'objectifs spécifiques, aussi par rapport à une régularité et aussi jusqu'à quel point aussi on étoffe de manière générale les contenus que l'on publie. Il y a deux choses ici, effectivement. À partir du moment où ça permet de valoriser aussi une certaine offre, ça fonctionne un peu comme une extension on va dire de sa boutique. Ça fait un petit peu comme la vitrine de boutique, finalement, d'avoir ces stories à la une, puisqu'on peut effectivement thématiser les produits finalement que l'on va proposer. Et puis derrière, alors nous, vous verrez ici, on ne le fait pas spécialement, mais il y en a d'autres qui le font pour être vraiment, en termes d'identification de marque, on va dire, bien charté, mais vous pouvez mettre des vignettes aussi
en piochant des éléments de votre galerie ou en ayant fait un visuel dédié pour justement charter les choses. Voilà. Après, ça n'a pas forcément d'impact direct sur les performances, mais ça contribue effectivement au renforcement d'un certain capital de marque. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant à utiliser dans cette optique. Et puis derrière, ça va aussi permettre de prolonger finalement la durée de vie des stories de manière générale au-delà des 24 heures, puisque on ne va pas être sur quelque chose de figé, et là où initialement, effectivement, les stories sont plutôt sur un mode éphémère. Donc voilà, donc 2 choses ici pour conclure sur cette utilisation des stories à la une. Ça va être un moyen intéressant de mettre en avant du coup les stories qui ont eu plus de succès, finalement de fonctionner sur un mode de capitalisation, hein, et d'exposer du coup un contenu qui va être attrayant pour les followers et de potentiels prospect followers, on va dire. Et de l'autre côté, effectivement, de structurer d'entrée de jeu, quand on arrive sur votre compte aussi, votre offre aux yeux de votre audience, de manière à ce qu'elle puisse cerner finalement votre plus-value et puis un petit peu ce que vous proposez. Pour donner un exemple un petit peu concret, en tout cas sur ce que nous on fait chez Le W, on met régulièrement à la une nos rendez-vous et Le W, bien sûr, par le biais également d'un hashtag dédié. On emploie par ailleurs ce même hashtag rendez-vous et Le W sur l'intégralité de nos réseaux sociaux quand on doit communiquer effectivement sur ces événements, que ce soit avant, pendant ou après. Ça va aussi être la valorisation de nos événements networking de manière plus large, et le plus souvent d'ailleurs aussi par le biais de republications aussi sur justement des stories ou des mises en avant de ce qu'on peut observer par ailleurs. Et donc voilà, ici on est plutôt nous effectivement sur de la publication de cet aspect événementiel et aussi de nos études, de nos infographies. Donc ici on est effectivement sur un contenu qui est plutôt ciblé, c'est un choix, c'est le nôtre. Rien ne vous empêche de l'autre côté de vous valoriser aussi certains contenus de votre fil d'actualité effectivement dans ces stories et ces stories à la une. Après effectivement voilà, ça va répondre à, ce seront des choix stratégiques qui seront mis en lien effectivement en fonction de votre audience et puis de vos objectifs. Voilà. Mais c'est vrai que pour finir, ce qui sera intéressant aussi, plus globalement dans l'utilisation de ceci, ça va être aussi de pouvoir finalement procéder à la mention d'autres comptes pour aussi pouvoir finalement maximiser la portée et puis doper sa visibilité. Donc voilà. Absolument, on arrive au bout de nos tips. On pourrait en parler des heures. On va passer maintenant à la séance questions-réponses. C'est maintenant, s'il y a des questions, on vous écoute, n'hésitez pas à les poser. On va voir si effectivement nous avons quelques questions. Voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Pour l'instant, pas de questions. Moi, j'ai une question en fait. J'ai une question pour vous. Enfin, une question, c'est plus une réflexion, Tania et Jonas. Comment vous, avec votre recul par rapport à votre métier, par rapport à l'outil, avec votre regard sur l'analysis et tout ce qui est monitoring, etc., comment vous voyez, vous, l'avenir d'Instagram à 2, 3 ans, 4 ans? Est-ce que voilà, le business on sera toujours sur une vitesse de croisière comme on est aujourd'hui? Est-ce que ça va rester pour vous le réseau préféré des influenceurs, des leaders d'opinion? C'est là où tout va se passer, ou vous voyez une autre issue? Tu réponds Moi, j'ai des éléments de réponse, mais si tu veux commencer, c'est des idées. Alors, moi, je pense que oui, Instagram, sur les années à venir, va se développer davantage pour les entreprises. On l'a déjà vu donc, avec les fonctionnalités qu'ils mettent en place qui sont vraiment dédiées et ciblées pour les entreprises. Donc oui, moi je vois que, en tout cas, sur le business, Instagram va prendre une énorme place. Après, pour ce qui est des influenceurs, on l'a vu, TikTok a pris sa place l'année dernière. Ça a fait un énorme boom. Donc sur les influenceurs, je pense que Instagram aura toujours sa place parce que du coup, voilà, il y a pas c'est pas le même contenu, etc. Même si on retrouve maintenant un peu plus de vidéos sur Instagram, bien sûr, ils se sont mis un peu
en concurrence avec TikTok. Mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas, c'est pas vraiment les mêmes contenus qu'on peut retrouver donc, sur les deux réseaux sociaux. Mais en tout cas, oui, à mon avis, Instagram continuera sa vitesse de croisière au niveau des entreprises et des influenceurs. Ton avis? Oui, ça va rejoindre, en tout cas on voit sur les développements de features qu'on en fait une marketplace comme l'a fait Facebook quelques années auparavant. Donc c'est clair que pour les business, il y a un point d'entrée. Sur l'évolution, là, rien de nouveau non plus, mais je pense que ça va s'accentuer. Faut parler du paid en fait. Là, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est des bonnes pratiques qui fonctionnent très bien en organique. Aller chercher des influenceurs, c'est un moyen, parmi les tips qui ont été cités, de contourner la présence de plus en plus prégnante. Et c'est normal, parce que c'est Facebook qui est derrière propriétaire d'Instagram et ils ne sont pas désintéressés non plus. Leur business model, c'est avant tout d'être une place de visibilité pour de la publicité. On est dans une économie de l'attention. Regardez le temps que votre cible passe sur Instagram, j'en ai passé, que votre cible passe sur Facebook ou n'importe quel autre social media. L'enjeu pour eux, c'est de monétiser cette attention-là. Et ça se passe avec du sponsor. Alors, la distinction qu'il y a à faire, c'est combien coûtait et combien va coûter dans le futur de l'attention en organique, c'est-à-dire sans payer, et de l'attention en payant. Et y a-t-il encore de la place pour maximiser le ROI des campagnes, donc retour sur investissement, en allant effectivement en respectant les bonnes pratiques qui ont été citées aujourd'hui? Merci. Merci à tous les deux. Merci, c'est très clair. Je pense que l'avenir nous le dira, mais effectivement, on pense la même chose, on est raccord. On a deux questions qui viennent de Jérôme. Jérôme Menange, on te salue Jérôme, d'ailleurs au passage. Peut-on mettre en avant des contenus non stories dans une stories à la une? Il faut que ce soit effectivement une stories, un contenu éphémère qui soit déjà réalisé, qu'on peut classifier ensuite, on peut prolonger, on va dire, sa vie en stories à la une, mais il faut absolument que ce soit un contenu stories. Pourquoi Instagram réussit là où Pinterest ne décolle pas? Pourtant, un réseau d'images aussi. Alors, on peut répondre. En fait, Pinterest aujourd'hui est un réseau aussi d'e-picture marketing. On n'est pas du tout sur les mêmes codes, on n'est pas du tout sur la même façon de voir les choses. On n'est pas sur un réseau social. D'ailleurs, Pinterest ne se fait plus appeler réseau social depuis 2018. On a des interactions sociales, une couche sociale qui est moindre que sur Instagram. En revanche, Pinterest aujourd'hui reste un petit peu en marge. C'est celui qui fait le moins de bruit, mais qui, on va dire, innove le plus sur l'aspect social commerce. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Pinterest, c'est quatrième source de trafic e-commerce aux US. Et c'est en train d'arriver quand même en Europe, peut-être doucement, mais sûrement. Il faudra plus de temps certainement à Pinterest. On a pas mal de fonctionnalités qui sont arrivées avec Shop de Look, je vais y arriver, j'ai inversé, je ne suis pas dyslexique, qui est arrivé aussi. On a pas mal de fonctionnalités justement orientées sur le social commerce. On a une façon de faire qui est très différente. C'est un moteur de recherche. On va pouvoir trouver vos épingles 6-8 mois après. La demi-vie d'une épingle, c'est 3 à 4 mois. Donc, on est sur quelque chose de totalement différent qui va plutôt être une extension finalement d'un site e-commerce, d'un site web marchand. Donc, on peut dire que Pinterest va un peu plus lentement, mais ça va être une valeur sûre, mais sûrement, ça va être une valeur sûre certainement pour le social commerce d'ici les 2-3 années à venir. Instagram va effectivement plus vite avec les Instagram Checkout et Instagram, tout ce qui est la partie boutique et shop. Mais je pense que voilà, Pinterest n'a pas exactement à la base la même vocation en tant que telle que Instagram, qui reste plus une plateforme sociale, un média social en tant que tel. Oui, il y a une temporalité qui n'est absolument pas la même, puisqu'effectivement, on est sur de l'interaction courte aussi sur Instagram, enfin plus courte sur Instagram qu'il n'y a pas sur Pinterest. Donc, tout à fait. Qu'en pensez-vous tous les deux? Peut-être apporter un autre regard. Non, moi, de mon côté, je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit. En effet, Pinterest ne se fait même plus appeler un réseau social parce que voilà, c'est deux plateformes complètement différentes. Pinterest, c'est vraiment quelque chose où on va chercher des idées, des inspirations. Voilà, c'est pour ça qu'on est à fond, on est à fond e-commerce dessus parce que c'est souvent ce qu'on fait avant
de faire des achats ou autre. On y trouve aussi des idées de contenu qu'après on utilisera sur Instagram. Mais en effet, oui, c'est pas comparable étant donné que ce n'est pas du tout le même objectif. Là où Instagram, c'est vraiment un réseau purement social où il y a de l'interaction, où il y a non seulement des images maintenant, mais de la vidéo, du live. Voilà, c'est Instagram, comme j'aime le dire, c'est vraiment un peu le couteau suisse du réseau social, c'est-à-dire qu'on y retrouve un peu du TikTok, un peu du Snapchat, un peu du Facebook du coup. Donc en effet, on n'est pas sur les mêmes plateformes. Mais comme vous l'avez dit, je pense que Pinterest, voilà, il fait peu de bruit, mais il avance doucement et sûrement. Nous-mêmes, en fait, on réfléchit à notre stratégie sur Pinterest actuellement parce que voilà, on était présent dessus. C'est vrai qu'après, avec comme le développement d'Instagram, etc., on a un peu, on va dire, laissé Pinterest de côté. Mais là, on est actuellement en réflexion pour refaire décoller la stratégie sur Pinterest. Et la réflexion avant d'engager des moyens et du contenu sur Pinterest, c'est celle de notre customer de journée. Là aussi, c'est un anglicisme, mais si on continue sur les tips, en fait, d'un point de vue business, d'un point de vue marketing, avant de comparer des réseaux sociaux, ou peu importe la dénomination, des médias entre eux, l'idée, c'est de savoir quel est le parcours d'un utilisateur, d'un client potentiel à travers ces différents modes d'information ou de consommation de contenu ou d'attention, comme j'employais le terme tout à l'heure. Si votre communauté, votre buyer persona, votre prospect ne se rend pas à un moment ou à un autre sur Pinterest dans son cycle d'achat ou de renouvellement, ce n'est pas la peine d'investir dessus dans l'idée. Et je pense que voilà, même si on est sur le blogging, on en parlait beaucoup il y a 10 ans et ça passe pour une belle endormie maintenant. Mais de nouveau, ça dépend vraiment de où est-ce que vos utilisateurs, vos clients potentiels vont rechercher des informations en vue de consommer, acheter votre produit. Si ça doit être sur le blogging et toujours pas sur Pinterest, on se concentre sur du blog, même si c'est old school et démodé, et on oublie Pinterest pour le moment. Absolument, absolument, absolument. On est raccord sur tout cela, sur cette vision des choses. Pas d'autres questions apparemment. On va clôturer cette session du 14e rendez-vous LEW. Eh bien, grand merci à tous, à toutes et à tous de nous avoir suivis. Grand merci à tous les deux d'avoir répondu présent, d'avoir donné vos super tips opérationnels. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Et alors vous pouvez nous suivre donc sur Twitter, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur nos blogs, socialmediaoptimization.fr et visibilis.com. Suivez aussi le blog Iconosquare en français et en anglais qui regorge de tips sur Insta et sur TikTok, hyper intéressant. Et puis, on se retrouve, nous, à la rentrée avec notre gros rendez-vous LEW spécial femmes d'influence. Tout d'abord, il y aura la grande étude avec notre top influenceuse Twitter dans quelques semaines. Donc voilà, on sera sur le pied de guerre à ce moment-là. Merci à toutes et à tous, une belle journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.